dans un trou vivait un hobbit. Une porte ronde donnant accès à un tunnel menant à une multitude de pièces ouvrant sur le paysage bucolique. C'est au dos d'une copie qu'il corrigeait que J.R.R. Tolkien griffonna les premières lignes du Hobbit. La description de cul-de-sac, le foyer douillet de Bilbon Saquet. Et c'est partant de ce microcosme intimiste qu'un univers de fantasy tout entier s'est construit. Je parle bien sûr du Seigneur des Anneaux. Plus encore depuis les 2 trilogies de Peter Jackson, l'œuvre a été décortiquée en long, en large, en travers. On a cru y déceler un sens métaphorique supposé, on en a déduit ce qu'elle dit de son auteur, de son rapport à la religion ou à la guerre, bref, tout semble avoir été étudié, analysé, décortiqué, et pourtant. Si je vous disais qu'il y a un aspect méconnu et pourtant fondamental pour comprendre la nature même de cet univers, cet aspect, et qui transparaît dès les premières lignes du récit, c'est le lien de filiation entre le travail de Tolkien et celui d'un autre homme. Cet homme, il s'appelle William Morris. Il a consacré sa vie à bâtir un modèle de société inspiré du Moyen-Âge. Mais ce que vous allez découvrir sur sa vie et son œuvre dépasse de très loin l'influence qu'il a pu exercer sur la littérature, puisque sa pensée sociale et écologique a profondément marqué les mondes de l'art, du design et de l'architecture. Quand la communauté de l'anneau est sortie en 2001, j'étais ado, et comme beaucoup, je suis resté un moment perché dans cet univers. Le monde de fantasy ouvrait sur un ailleurs moins laid, moins médiocre que le réel, et certainement plus simple aussi. Le Seigneur des Anneaux fascine. Ses langues, sa poésie, sa cosmogonie, toutes les dimensions de l'œuvre inspirent un sentiment de cohérence, de consistance. C'est comme s'il avait existé de toute éternité et qu'il avait fallu qu'un conteur des temps modernes en exhume l'histoire. Ce conteur, Tolkien, professeur à la prestigieuse université d'Oxford, est philologue et traducteur spécialiste des langues anciennes. Et si son œuvre est si crédible, c'est aussi parce qu'elle est très référencée. Elle prend racine dans le Moyen-Âge européen, les mythes germaniques et les sagas nordiques. L'univers de la Terre du Milieu est en effet peuplé de rois et de reines qui pratiquent l'amour courtois et le combat chevaleresque. Et si cette esthétique médiévale est consistante, c'est parce que sa beauté n'est pas superficielle. Le monde de la Terre du Milieu est un monde ordonné, où la nature, l'ordre social et l'art qui en découle sont en harmonie. Et cette harmonie, elle émerge précisément de la vision d'un Moyen-Âge idéalisé. Et c'est de cette vision dont on va parler dans cette vidéo. Alors, de façon très générale, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'art et l'architecture dans cette vision idéalisée ? Eh bien déjà, l'art au Moyen-Âge, ça désigne une pratique intellectuelle ou manuelle menée avec adresse, avec savoir-faire. Il n'y a pas véritablement de distinction ni de hiérarchie faite entre ce qu'on nommera plus tard les beaux-arts et l'artisanat. L'art du Moyen-Âge est utile. La peinture, la sculpture, le vitrail ont la plupart du temps un rôle illustratif, notamment dans les églises. Le peintre ou le sculpteur est un artisan, au même titre qu'un armurier ou un joaillier. Et le monde du Seigneur des Anneaux est aussi un monde dans lequel l'art, l'habileté des plus grands créateurs s'exprime dans un mode de production qu'on qualifierait aujourd'hui d'artisanal. Cartes, joyaux, anneaux, épées, des objets utiles auxquels on a insufflé un supplément d'âme, et qui portent d'ailleurs des noms propres. Pour ce qui est de l'architecture de la Terre du Milieu, les hommes érigent des cités de pierre et de bois semblables à l'architecture médiévale, puisque ce sont des hommes du Moyen-Âge. Le monde humain et le monde naturel sont séparés par d'épaisses murailles. Mais pour ce qui est des autres races, elles vivent dans un rapport plus symbiotique avec leur environnement. Les nains ont un mode de vie troglodytique et leur habitat est très minéral. Les élégantes bâtisses des elfes puisent dans un répertoire de formes organiques. Et les hobbits vivent dans de rustiques et confortables trous en relation symbiotique avec leur environnement vallonné. Cul-de-sac, la demeure de Bilbon, puis de Frodon, est non seulement décrite, mais aussi illustrée de la propre main de l'auteur. Et cette architecture, elle est, disons, pas tout à fait médiévale, mais
pas tout à fait moderne non plus. Très clairement, elle est identifiée à un courant architectural qu'on appelle Arts and Crafts. Selon les propres mots de l'auteur, la comté a pour modèle l'Angleterre rurale. Tolkien a passé les premières années de sa vie dans la campagne anglaise et lui-même s'identifiait à un hobbit. Il était casanier, il aimait les plaisirs simples, la cuisine potagère, les champignons, l'herbe à pipe et plus simplement vivre auprès de la nature. Et cette fiction médiévalisante, en vérité, elle est portée par un rejet assez farouche de la modernité. Ce que rejetait Tolkien, ça n'était pas le progrès scientifique et technique en tant que tel, mais les conséquences désastreuses de la société industrielle sur la nature, en particulier sur la campagne anglaise. Le poète confiait « Si un Ragnarok brûlait tous les taudis, et les usines à gaz, et les garages miteux, et les banlieues éclairées à la lampe à arc, il pourrait brûler pour moi toutes les œuvres d'art, et je retournerais aux arbres. » Dans l'œuvre, cette modernité destructrice est personnifiée par Saruman, qui transforme Isengard en complexe militaro-industriel. Il y a toujours quelques fumées qui s'élèvent de l'Isengard ces temps-ci. Il fut un temps où Saruman se promenait dans mes forêts. À présent, il a un esprit de métal et de rouage. Pour les habitants de la Terre du Milieu, le paysage moderne est une triste nouveauté. Et le contre-modèle idyllique qui s'y oppose, eh bien, c'est l'ordre antérieur, c'est l'état pré-industriel, celui du Moyen-Âge. Bref, c'était mieux avant Saruman. Et une fois le magicien vaincu, le statu quo, l'harmonie peut être rétablie. Donc voilà finalement le thème de la révolution industrielle est traité assez littéralement dans Le Seigneur des Anneaux. Son contre-modèle, donc, c'est son univers de fantaisie inspiré du Moyen-Âge, dans lequel il n'y a pas de distinction faite entre art et artisanat, et où l'architecture médiévale ou d'inspiration médiévale est en symbiose avec l'environnement. Voilà, maintenant qu'on a posé les bases, on va laisser reposer un peu Tolkien et son œuvre. Bon, c'est qui ce William Morris, et quel rapport avec la choucroute ? Comme Tolkien, sa vie et son œuvre font partie d'un tout. Donc, faites-vous un thé, un café, installez-vous confortablement et laissez-moi tout vous raconter. Notre histoire se déroule sous le règne de la reine Victoria. William Morris naît en 1834 dans un petit village non loin de Londres. Il grandit au sein d'une famille bourgeoise et rentière et passe son enfance à sillonner la campagne anglaise et ses forêts. En 1851, William a 17 ans, mais c'est surtout l'année durant laquelle l'Empire colonial organise son étourdissante exposition universelle. Elle est accueillie dans le Crystal Palace, merveille de fer et de verre abritant 100 000 objets, machines et œuvres d'art venant des 4 coins du monde. Allez voir après la vidéo qui lui est consacrée, ça vous fera prendre conscience de ce qu'était cet événement et cet édifice qui sont véritablement un point de bascule culturel. C'est l'équivalent du tiers de la population britannique qui s'y presse, y compris la famille Morris, sauf William. Il n'y mettra pas les pieds parce que c'est tout pourri, voilà pourquoi. Il déteste, il hait ça de toute son âme. Il méprise tous ces nouveaux produits industriels de qualité médiocre, laids et fabriqués par une masse d'ouvriers aliénés au plus grand profit de quelques capitaines d'industrie vautrés dans le mauvais goût et la vanité. D'accord, lui-même est bourgeois, mais lui, il aime le beau, le vrai. Il aime la nature et la liberté. Et au XIXe siècle, aucun pays au monde n'a connu une industrialisation aussi rapide et brutale que l'Angleterre. La campagne anglaise est saccagée par la machine à vapeur, et pas que la campagne d'ailleurs, car les usines s'installent là où elles le peuvent, y compris dans les centres-villes, viciant l'air et l'eau de rejets nauséabonds. Les artisans et leur savoir-faire agonisent rapidement, remplacés par une production de masse et une classe ouvrière non éduquée venant des campagnes, tristes, miséreux, entassés dans des taudis. Et des clameurs de la foule enthousiaste pour cette modernité triomphante, William, lui, tout ce qu'il y voit, c'est la laideur inepte de la société industrielle.
À 19 ans, William Morris rejoint les bancs de la prestigieuse université d'Oxford, où il étudie la théologie. Il y rencontre celui qui deviendra l'ami de toute une vie, Edward Burne-Jones. Mais il n'est pas un étudiant très impliqué, les cours l'ennuient profondément. Lui, ce qu'il aime véritablement, c'est l'histoire et l'architecture médiévale. Avec un romantisme typique de son époque, Morris voyait dans les valeurs idéalisées du Moyen-Âge, la chevalerie et le sens de la communauté, un contre-modèle aux valeurs mercantiles du capitalisme industriel. Bref, c'était mieux avant. Mais que les valeurs médiévales puissent soigner les pathologies de son temps, eh bien William était loin d'être le seul à le penser. À vrai dire, la nostalgie du Moyen-Âge était plutôt à la mode chez les intellectuels, les artistes, les écrivains et les architectes. C'est l'époque de Victor Hugo et de l'architecture néo-gothique. Alors dit comme ça paraît bizarrement rétrograde. Quelle infamie! Où sont passées la nature et les forêts? Tout est laid. L'air est suffocant, ça pire! Mais c'est beaucoup moins déconnant que ça en a l'air quand on prend la peine d'étudier les arguments de ce mouvement médiévaliste. Et la figure de proue, c'est un professeur et critique d'art qui s'appelle John Ruskin. John Ruskin a 15 ans de plus que William Morris, et ce dernier va gagner 15 ans de maturité intellectuelle à la lecture de ses ouvrages. Les deux hommes sont partis du même constat, la même répugnance pour l'esprit et l'esthétique de leur siècle. Pour Ruskin, l'art sert tout simplement à mettre de la beauté dans le quotidien, à rendre la vie belle. Et il n'aime pas l'art de son époque, il le trouve immoral. Immoral parce que l'art est la propriété exclusive de quelques nantis vaniteux. Le beau n'a pas sa place dans les foyers modestes. Immoral parce que la reproduction standardisée des éléments d'architecture, d'ornementation et de décoration qu'on commande en catalogue tue les savoir-faire traditionnels et enlaidit le quotidien. Immoral parce que l'art et l'architecture classique de son époque n'ont finalement aucune spécificité nationale. Le bon goût bourgeois de toute l'Europe vénère depuis 3 siècles l'art de la Renaissance italienne. Mais cette critique, tout d'abord esthétique, chez John Ruskin, implique causalement une critique politique. Oui, il comprend plus tard que l'art et l'architecture sont l'expression directe des conditions sociales dans lesquelles ils sont créés. Si la modernité est laide, c'est parce que l'idéologie économique est décadente et cruelle, parce que la production industrielle standardisée est incompatible avec le beau, le bonheur des travailleurs et la nature. La réforme esthétique doit passer par une réforme de la société tout entière. L'architecture de la Renaissance, nous dit Ruskin, a créé une dissociation entre le travail de la pensée, celui des architectes, celui qui commande, et le travail de la main, celui des ouvriers qui exécutent servilement. Mais l'art ne peut être produit que par des artistes. Donc le règne de l'art viendrait le jour où les ouvriers seraient des artistes et les artistes ouvriers. Et ça, en vérité, c'est l'ordre social antérieur, celui du Moyen-Âge. Les bâtisseurs de cathédrales étaient des artisans, maçons, vitraillistes et sculpteurs. S'il y avait un maître bâtisseur qui pilotait les grandes lignes du chantier, bien sûr, l'organisation y était organique, sans pyramide hiérarchique. Chacun exprimait son savoir-faire individuel pour bâtir une œuvre commune. Prenez le temps d'admirer la profusion ornementale des cathédrales. Leurs tympans, leurs chapiteaux ne sont les produits d'aucun plan d'architecte exécuté servilement. Non, ils sont l'expression de l'artiste ouvrier, libre et heureux qui a mis du plaisir dans son art. Idéalisé ou pas, c'est en tout cas la vision du Moyen-Âge que John Ruskin s'en faisait. Et c'est ainsi qu'un idéal artistique appelle un idéal social et moral. C'est ainsi que l'esthétique médiévale et la sauvegarde du mode de production artisanale deviennent le contre-modèle de l'esthétique industrielle. Mais revenons à William Morris. Lui et son copain, Edward Burne-Jones, partent en voyage découvrir la peinture et l'architecture médiévale tout en lisant John Ruskin et les légendes arthuriennes. Et les deux adolescents vont rencontrer un groupe de peintres qui partagent leurs idéaux. Ce groupe se fait appeler la Fraternité pré-raphaélite. Et eux pensent que la peinture, c'était mieux avant.
avant Raphaël et les grands maîtres de la Renaissance italienne de manière générale, d'où l'appellation pré-raphaélite. Ils jugent que la peinture de leur époque est pompière, sclérosée de conventions académiques, et que la décadence a commencé à la Renaissance, lorsque l'art est devenu vaniteux, mercantile et maniéré. Eux, ils veulent retrouver la pureté de la peinture des primitifs italiens, celle du Moyen-Âge tardif. Ils peignent la plupart du temps des thèmes romantiques et médiévaux, avec une attention toute particulière pour les détails, les couleurs chatoyantes et les compositions complexes. Pour nos deux amis, la rencontre est une révélation. William hésite, s'essaye un temps à l'architecture, puis à la peinture, mais c'est décidé, Edward sera peintre. Il devient le disciple de Dante Gabriel Rossetti, le chef de file des pré-raphaélites. William, Edward et Dante vont devenir inséparables, dans l'amitié comme dans le travail. En 1857, William Morris a 24 ans et rencontre une jeune femme, Jane Burdon, à la beauté aussi altière que mélancolique. Il en tombe follement amoureux et l'épouse 2 ans plus tard. Jane deviendra bientôt la muse et modèle de la fraternité pré-raphaélite. Elle prête son auguste figure sur des centaines d'œuvres, des peintures aux vitraux. Bientôt, le couple aura 2 filles, et William souhaite construire une maison pour sa famille. Mais vous pensez bien qu'il n'imagine pas déléguer la conception d'une maison à un architecte bien académique, dans les goûts de la bourgeoisie moderne au classicisme éculé, bien symétrique et convenu. Bah non. Non, concevoir sa propre maison, c'est l'opportunité d'en faire un laboratoire artistique, un manifeste idéologique, un sanctuaire pour sa confrérie, bref, son utopie esthétique. Lorsqu'il s'était brièvement essayé à l'architecture, William Morris s'était lié d'amitié avec son chef d'atelier, Philip Webb. En 1859, ils vont concevoir ensemble la Red House, la Maison Rouge, dans la campagne proche de Londres. Et cette maison, elle est pas tout à fait médiévale, mais pas tout à fait moderne non plus. En tout cas, elle est tout le contraire de classique. Elle n'est pas symétrique, pas unitaire, pas composée, pas ornementée. Elle est en briques rouges, un matériau humble, authentique, un peu rustre. Elle fait médiévale avec ses toits pentus, ses arcs brisés et son puits. Mais surtout, comme les châteaux ou les cathédrales du Moyen-Âge, on dirait qu'elle est le résultat de constructions successives, avec des imbrications de volumes dans tous les sens qui se règlent à coups de petits arrangements, avec des adaptations qui semblent improvisées par un artisan plus pragmatique qu'idéaliste. Non mais regardez-moi ces petits détails d'arche là, ces petites solutions trouvées au petit bonheur la chance. Bref, tout ce qui mettrait en PLS n'importe quel architecte académique bien control freak. Mais le véritable terrain de jeu se trouve à l'intérieur. Aménagement, mobilier, décoration, rien de tout cela n'a été acheté. Tout ce qui est à l'intérieur de la Red House a été conçu ou peint par nos 3 amis William Morris, Edward Burne-Jones, Dante Gabriel Rossetti et l'architecte Philip Webb. Les menuiseries en bois, portes, tables, chaises, armoires, bibliothèques, la vaisselle en verre, les broderies du linge de maison, les motifs au pochoir, les fresques murales représentant les légendes arthuriennes, la guerre de Troie ou la Genèse, les vitraux et les meubles combinant les arts de la menuiserie, de la verrerie et de la peinture. Ainsi, art et artisanat sont combinés, indissociés. L'art est au service de l'utile et l'utile au service de l'art. La Red House est un chantier radical où l'art est partout, où l'ensemble des disciplines créatives sont réunies dans le même projet. C'est ce qu'on appelle une œuvre d'art totale. William Morris a finalement accompli dans sa maison le rêve de John Ruskin. Mais cette aventure artistique et humaine, ça n'est pas une fin. En vérité, c'est un début. Et si finalement ce modèle de production était généralisable, que l'on pouvait véritablement abolir la frontière entre art et artisanat, si les ouvriers étaient artistes, les artistes ouvriers, et qu'ils retrouvaient du sens dans leur travail, s'ils prenaient du plaisir dans leur art, qu'ils étaient libres et traités dignement,
S'il était temps qu'on mette de la beauté dans nos foyers. L'industrie ne veut pas se réformer, c'est la réforme qui viendra à l'industrie. En 1861, William a 27 ans et fonde la Morris & Company avec ses amis Edward, Dante, Philippe et d'autres artistes de la confrérie préraphaélite. Le projet de la firme, comme il l'appelle, produire tout ce qu'il est possible de produire en art décoratif. Mobilier d'ébénisterie, marqueterie, vitraux, carreaux de céramique, tapis et tapisseries, broderies, tissus d'ameublement, velours et toiles pour mobilier, mais aussi fresques murales, ferronneries et joailleries, sans oublier les iconiques papiers peints Morris, intemporels aux superbes motifs fleuris. William veut les meilleurs matériaux possibles et la meilleure qualité possible. Tout comme les bâtisseurs de cathédrales avant eux, les artistes ouvriers de la firme travaillent main dans la main et sont maîtres de leur création. Hommes et femmes sont payés également et dignement. Les méthodes de confection artisanale sont la règle, mais des concessions sont faites avec les modes de production industrielle. En fait, la firme essaye de prendre le meilleur des deux mondes. La règle cardinale, c'est que la machine travaille pour l'homme et non l'inverse. À peine un an après la fondation de la firme, et comme un pied de nez fait à la société marchande que William exécrait, les productions de la Morris & Co. sont présentées à l'Exposition internationale de Londres de 1862. Le succès est retentissant et le carnet de commandes se remplit. La firme s'agrandit, déménage, William, Jane et leurs 2 filles doivent quitter la Red House pour se rapprocher des affaires. Vous aurez compris que ce patron bourgeois et rentier est surtout un touche-à-tout plus intéressé par mettre la main à la pâte que rester derrière son bureau à faire la compta. Il expérimente énormément, produit et conçoit par lui-même. Le credo de William Morris: n'ayez rien dans vos foyers que vous ne sachiez être utile ou croyez être beau. Faire entrer le beau dans le quotidien. L'utopie de John Ruskin serait-elle réalisée? Alors peut-être que vous vous dites, mais cet art décoratif produit par la firme, mais ça ne peut être que trop cher pour qu'il entre dans chaque foyer anglais. Eh bien, vous auriez tout à fait raison. Eh ben oui, c'est la limite de la démarche. Face au rouleau compresseur économique d'une production de masse industrielle opérée par des ouvriers serviles sur une ligne de montage, la production de la firme ne peut évidemment pas être compétitive. Par sa qualité et son originalité, elle devient rapidement très populaire en Angleterre, dans les milieux bourgeois. Bah oui, ce sont les seuls à pouvoir s'offrir un intérieur Morris & Co. Et c'est certainement la contradiction la plus cruelle de sa démarche. William avait du mépris à, je cite, « s'occuper du luxe porcin des riches ». Ce qu'il voulait, c'était démocratiser le beau, le faire entrer dans chaque foyer. Mais pour lui, cela ne pouvait pas se faire sans une prise de conscience sociétale. Il est l'un des premiers à affirmer qu'il faut éduquer le consommateur pour qu'il paie le juste prix des choses, qu'il considère leur achat comme des investissements et pas comme des produits jetables à se débarrasser à chaque changement de mode. Il écrit: le gaspillage est inséparable de la société de l'inégalité, ce gaspillage qui produit la pauvreté artificielle de notre civilisation. Gaspillage de matériaux, gaspillage de travail, gaspillage en un mot de la vie. Vous voyez comment s'articulent les dimensions esthétiques, morales, sociales et écologiques dans la pensée de William Morris. Mais si c'était cohérent en théorie, cette contradiction dans la pratique devrait nous faire réfléchir. Mais William et sa guilde d'artistes, artisans et ouvriers, architectes et entrepreneurs allaient bientôt en inspirer d'autres, bien d'autres. Le style Morris, son modèle économique, son mode de conception architecturale et d'ameublement allait fleurir dans toute l'Angleterre pendant des décennies, pour ne s'éteindre qu'à la Seconde Guerre mondiale, 80 ans plus tard. En 1888, quand il fallut trouver une appellation pour nommer ce qui était alors devenu un courant artistique, architectural et social prenant l'union des arts, de l'artisanat et de l'industrie, on choisit le terme Arts and Crafts, soit les arts et artisanat réunis. Le courant Arts and Crafts était né, et ce courant allait lui-même en inspirer bien d'autres.
Tourner le dos à la modernité, rejoindre la confrérie pré-raphaélite, faire de sa maison une œuvre d'art totale, fonder son entreprise, faire naître un courant artistique et ainsi devenir une personnalité influente de l'Angleterre victorienne à l'âge de 28 ans, c'est déjà pas trop mal. Mais pratiquer l'art, l'artisanat et l'architecture, ça n'était toujours pas assez pour notre bourgeois touche-à-tout. Retournons brièvement en 1856. William Morris a 22 ans et abreuvé de légendes arthuriennes et de médiévalisme ruskinien, il lui vint une nouvelle passion, l'écriture. Son premier roman intitulé Le Pays Creux conte l'histoire de deux frères chevaliers combattant la tyrannie d'une reine perfide et d'un précipice conduisant au lieu de passage entre la terre et l'au-delà. William Morris écrivait là ce qui est considéré comme, le premier roman de fantasy moderne, ce qui fait de lui le créateur de ce genre littéraire, rien de moins que ça. Mais c'est dans les décennies 1880-90 qu'il va écrire le gros de son œuvre littéraire. Une douzaine de romans de fantasy et de science-fiction, mais aussi une douzaine d'écrits et d'essais politiques. En effet, notre patron de firme passera assez logiquement par l'engagement politique et deviendra un penseur du socialisme utopique de premier rang. Mais vous commencez à connaître le bonhomme, il ne faudrait pas croire que l'écriture de fiction est un simple passe-temps. Chez Morris, la fantasy et la science-fiction font corps avec son projet artistique et social. Nouvelle de nulle part conte l'histoire d'un personnage se réveillant en l'an 2102. Il découvre une société égalitaire, où le travail basé sur l'artisanat est épanouissant, où l'argent a disparu et où les humains vivent en harmonie avec la nature. Dans La source au bout du monde, on suit les aventures d'un chevalier errant à la recherche d'une eau possédant des propriétés miraculeuses. En chemin, il croise la route d'un roi puissant, se nommant Gandalf. Tolkien avait la collection complète des œuvres de fiction de Morris, et il en faisait la lecture à ses enfants pour qu'ils s'endorment. L'auteur du Seigneur des Anneaux ne cacha jamais l'influence de son prédécesseur dans son écriture. Dans sa correspondance, il admit avoir écrit certains de ses textes dans la lignée ou à la manière de Morris. Le philologue à la pipe n'eut pas besoin d'aller bien loin pour découvrir le courant Arts and Crafts dans la chapelle de l'université d'Oxford, décorée par William Morris, Edward Burne-Jones et Philip Webb. Il confiera que l'Arts and Crafts fut pour lui une inspiration artistique durable. Quant à la peinture pré-raphaélite, c'est lorsqu'il était enfant qu'il en admira les tableaux des heures durant au musée de Birmingham. Tolkien avait 4 ans quand Morris, après une vie très bien remplie, s'est éteint à 62 ans en 1896. Les deux hommes ne se sont jamais connus. Mais des liens entre leur vie et leur œuvre, il y en a beaucoup. Ils vouaient la même haine envers la civilisation industrielle et le même attrait pour l'esthétique médiévaliste. Tous deux se sont assis sur les bancs de l'université d'Oxford. Tous deux avaient une très haute considération des liens de confraternité. Et bien sûr, tous deux furent auteurs de fantasy. Mais il ne faut pas s'y méprendre, ils n'écrivaient pas pour les mêmes raisons. Tolkien n'était pas un homme très intéressé par la politique. Réputé royaliste et conservateur, il considérait avec méfiance les idées socialistes. Ses écrits cherchent plutôt à poser un regard nouveau sur le monde, à réenchanter le réel. En 2023, le monde n'est pas devenu moins laid, moins médiocre ou plus simple qu'en 2001. Et même si la modernité n'est plus la même qu'à l'époque de Tolkien ou Morris, il est frappant de constater que ces critiques, la perte de sens au travail, la laideur du quotidien et le saccage écologique, sont les mêmes qu'il y a 75 ou 150 ans. Et c'est la raison pour laquelle les œuvres de Morris et de Tolkien nous parlent encore. La beauté nous console et nous guide vers un monde plus harmonieux. Mais que peut-on retirer comme enseignement de William Morris, ce précurseur finalement du do-it-yourself et de la décroissance? Probablement rien de très évident.
Reste que cet objet et celui-là ont la même fonction. Celui-ci est tout à fait quelconque, standardisé, de qualité médiocre et produit par un ouvrier payé pour actionner une machine. Celui-là est humble, mais beau, unique. Il a une histoire, il a été façonné avec art et bonheur par un artisan. Et quand je bois dedans, ça remplit ma vie de sens et de joie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Cet épisode fait partie d'une série sur la révolution industrielle, vous retrouverez la playlist en description. L'épisode précédent portait sur le Crystal Palace qu'on a évoqué dans cette vidéo, et je trouve que ces deux dernières marchent vraiment comme un diptyque. On a d'un côté un enthousiasme extraordinaire pour une modernité qui promet de tout révolutionner, et de l'autre une révolution conservatrice qui cherche un idéal dans le Moyen-Âge. En tout cas, si la chaîne vous plaît, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo à qui ça pourrait plaire. Je remercie très chaudement le NEM, Juste Mesure, mes tipeurs et tipeuses, vous me donnez de la force pour persévérer dans cette aventure. Si vous souhaitez les rejoindre, ça se passe sur Tipeee et sur KissKissBankBank, les liens sont en description. Quant à moi, je vous souhaite un bon marathon Seigneur des Anneaux et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire d'architecture.